Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce midi interaction, qui est le 3e de notre série, de midi interaction printanier 2024. Je m'appelle Dorothée de Colasson, je travaille dans l'équipe de mobilisation des connaissances pour le centre de recherche et je vais être votre animatrice, ce midi. Quelques mots déjà juste pour présenter le centre puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas nécessairement, le centre Interaction. C'est un centre de recherche qui existe depuis 2001 et qui étudie les configurations et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire, le secteur public. On travaille à accompagner les transformations de ces réseaux-là dans plusieurs domaines. Donc, c'est des travaux qui sont effectués dans une perspective intersectorielle, au carrefour entre les institutions publiques et les milieux de vie communautaires. Chacune de ces entités a vraiment sa propre logique et on essaie de favoriser la consolidation de ces liens-là. Donc le rapprochement entre la recherche et les milieux de pratique, c'est vraiment une des priorités du centre de recherche pour améliorer les espaces de dialogue et de collaboration entre le secteur public et le secteur communautaire. Et donc les projets de recherche ont pour objectif de contribuer à développer les pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et à la pleine participation des citoyens et des citoyennes. Les midis interactions, plus spécifiquement, c'est un espace pour échanger avec nos partenaires et approfondir sur les retombées des projets de recherche. C'est un espace de réflexion collective sur, des pratiques, transformationnelles. Aujourd'hui, on reçoit Marjorie et Noé, Marjorie Desormeaux-Moreau et Noé Carrière, hem, qui vont nous présenter les résultats de leurs recherches. Je vais vous ce donc le titre de la recherche: «Le rôle des bénévoles autistes d'Autisme Soutien dans la transformation des services et des savoirs sur l'autisme». Avant de vous présenter, Marjorie et Noé et surtout avant de leur laisser la parole, juste vous rappeler qu'on a aussi un midi interaction le 19 juin, qui sera axé sur le projet Priorité Jeunesse. Hem, Vous pouvez retrouver ces événements-là sur notre page internet, sur Eventbrite. On est aussi en train de redynamiser notre page, LinkedIn, dont je vous mettrai le lien, dans le chat. Donc, hésitez pas à nous suivre sur toutes ces plateformes-là pour rester au courant. Donc, infolettre, Eventbrite, LinkedIn, site internet, on est partout. Merci Anna pour le partage. Et puis voilà, donc je vous présente, rapidement Marjorie. Marjorie est professeure agrégée à l'école de réadaptation de l'université de Sherbrooke. Ses activités de recherche se situent à l'intersection des sciences de l'occupation et des études critiques de l'autisme et plus largement du handicap. S'identifiant autiste, Marjorie a cofondé Autisme Soutien, un ESBL au sein duquel elle est très engagée et qu'elle va vous présenter. Noé Carrière détient une maîtrise en études féministes et du genre, où elle s'est spécialisée, entre autres, en études critiques du handicap, en études critiques de l'autisme, en théorie de l'affect et en théorie intersectionnelle. Et elle-même autiste, Noé a le privilège de s'impliquer pour Autisme Soutien, tant dans le conseil d'administration que dans le développement et l'offre des différents services. Et sur ce, Marjorie et Noé, je vous cède la parole et bon midi interaction à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Je viens de faire le partage d'écran. S'il y a quelqu'un qui peut me donner une rétroaction visuelle pour m'indiquer que oui, c'est bon, merci. Oui, on voit tout le monde. Je débute en mentionnant là, que le titre de la présentation aujourd'hui, c'est le rôle des bénévoles autistes d'Autisme Soutien dans la transformation des services et des savoirs sur l'autisme. Le contenu qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le croisement de certains résultats d'un projet qui s'appelait en fait l'implantation, conceptualisation et implantation d'un service de soutien par clavardage par et pour les autistes. Il y a toute une réflexion là, amorcée avec Noé dans son rôle de bénévole et d'implication là, chez Autisme Soutien sur le rôle des bénévoles, justement. Je mentionne au passage pour les bénéfices des personnes qui peut-être ne me verraient pas. Je suis blanche, j'ai des cheveux bruns, je porte des lunettes. Je porte un haut aujourd'hui qui est dans les teintes de turquoise avec un foulard carotté multicolore et une veste bleue. Je souligne aussi que je travaille, je fais cette présentation à partir des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénakis et des Wabanakis. Autisme Soutien, son siège social se situe aussi sur ce même territoire.
Donc, encore dans la foulée des annonces, des déclarations. Sur le plan des conflits d'intérêts, là, je souligne, je précise qu'Autisme Soutien, c'est l'application concrète d'une démarche de recherche dans laquelle j'ai été impliquée dans mon rôle de professeur à l'Université de Sherbrooke. Dans la foulée de la finalité de ce projet, j'ai cofondé Autisme Soutien, qui est, comme Dorothée le dit, un organisme à but non lucratif. Et j'en assume actuellement la présidence. Donc, dans cet organisme, mon implication est bénévole et je ne reçois aucune compensation financière pour celle-ci. Noé est membre du conseil d'administration d'Autisme Soutien, où elle s'implique aussi à titre de bénévole, encore une fois, sans rémunération, compensation financière. Donc, sur vol rapide de notre présentation, d'abord, on va vous présenter, on va vous parler, situer, mettre en contexte en évoquant l'inadéquation entre les besoins de soutien des autistes et les services actuellement disponibles. On va ensuite parler d'autisme soutien comme retombée concrète d'une étude participative à visée émancipatrice. On va, par la suite, Noé parlera du service de soutien par clavardage par et pour des autistes et d'autisme soutien comme vecteur d'opportunité sur les plans ontologiques et épistémologiques. Donc, dans une perspective neuroaffirmative, on tient à vous préciser que tout au long de la présentation, c'est correct d'utiliser une diversité de stratégies pour vous permettre de pleinement profiter de la présentation. Donc, c'est tout à fait correct d'utiliser des stratégies pour bien comprendre, comme prendre des notes ou poser des questions, demander des précisions. Vous pouvez, on est tout à fait à l'aise si vous utilisez le clavardage au fur et à mesure, sinon vous pouvez les noter pour les garder bien en tête pour la période de questions à la fin. C'est tout à fait correct de prendre les moyens de vous autoréguler. Vous pouvez ouvrir, fermer votre caméra. Nous, ça ne nous dérange pas. Vous pouvez prendre des pauses si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez écrire, gribouiller, dessiner. Vous pouvez bouger, vous balancer, vous pouvez stimer. Vous pouvez utiliser un coussin, un toutou lourd, vous pouvez flatter, faire un câlin à un animal vivant ou en peluche. Vous pouvez, pendant la période de questions, Noé et moi, on est tout à fait à l'aise si vous voulez communiquer de la manière qui vous convient le mieux, donc que ce soit à l'oral, à l'écrit, de toute autre façon qui permettrait d'exprimer vos idées. C'est correct aussi de fermer les yeux quand on parle. Vous pouvez faire toute autre chose qui vous permettrait de vous réguler, de vous concentrer, de pleinement profiter de ce dont on va parler, tant que ça ne devient pas une source de distraction. Donc, si jamais vous avez besoin de faire beaucoup de mouvements, c'est ça que ça vous prend pour vous sentir bien ici maintenant, ben, on vous invite à fermer la caméra pour éviter que ça devienne une source de surstimulation visuelle, sensorielle pour les autres personnes. Donc, si je rentre dans le vif du sujet maintenant, j'enchaîne en vous parlant de l'inadéquation entre les besoins de soutien des autistes et les services qui sont le plus largement actuellement disponibles. Donc, plusieurs autistes d'âge adulte se positionnent en porte-à-faux avec les services traditionnellement offerts de soutien formel. C'est une réalité qui, malheureusement, n'est pas surprenante. Pourquoi? Eh bien, parce que la majorité des services formels qui sont actuellement offerts ont été élaborés, donc ont été mis en place sur la base d'une compréhension qui est médicale, une compréhension clinique de la réalité des autistes. Et parce que ces services ont été mis en place sur la base d'une compréhension qui s'appuie sur des savoirs qui nous viennent d'études historiquement menées sur les autistes par des personnes cliniciennes, des personnes chercheurs alistes. Alistes, c'est un mot pour décrire les personnes qui ne sont pas autistes, les personnes en fait, c'est ce qui fait en sorte que la compréhension, le regard qui était porté, l'interprétation qui était portée, ben, c'est fait à travers une perspective qui était normative, qui était en comparaison avec des normes attendues, qu'on comparait sur la base de ce qui était perçu comme manquant, ce qui était perçu comme non présent, ce qui était perçu comme inadéquat. Et c'est ce qui a mené à cette interprétation-là qui est médicale, pathologisante, déficitaire. Donc, pour dire autrement, pour dire simplement, les services formels qui soient offerts au Québec, là, dans notre réseau de la santé, ou qui soient offerts dans le réseau éducatif, ou qui soient offerts dans les structures communautaires, ou dans toute autre structure organisationnelle d'ailleurs, s'appuient essentiellement, largement
de façon très dominante sur une compréhension qui est surtout celle des personnes alistes et non pas celle des personnes autistes. C'est important de souligner que ce que la majorité des gens pensent savoir de la réalité du vécu des autistes, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, s'appuie sur les savoirs qui sont issus, qui nous viennent, qui ont été générés dans le cadre de recherches qui ont été faites sur les autistes, comme je l'ai mentionné, et non pas avec ou par des autistes. Et ça, c'est problématique pour plusieurs raisons différentes, notamment du fait que la recherche qui se fait sur les autistes et non pas avec ou par des autistes s'appuie sur la prémisse, sur la croyance, sur l'idée reçue que les autistes ne sont pas en mesure, ne sont pas capables, n'ont pas les ressources pour produire des savoirs, pour produire des connaissances. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle une injustice épistémique. Un type d'injustice qui affecte une personne en tant que connaisseuse ou en tant qu'agente épistémique, c'est-à-dire en tant que personne qui produit, qui utilise, qui transmet des connaissances, y compris concernant sa propre expérience personnelle et sociale. C'est sur la base de cette interprétation-là, compréhension de comment les gens sont en mesure de produire et de partager des connaissances et savoirs sur leur propre réalité, qui fait en sorte qu'on va étudier la réalité de quelqu'un à travers l'interprétation d'autres personnes qui n'ont pas de compréhension expérientielle de cette réalité. Les savoirs qui sont issus des recherches qui se font sur les autistes et non pas avec et par des autistes, c'est d'autant plus problématique du fait de ce que Damien Milton, un chercheur britannique autiste, a appelé le Double Empathy Problem. En français, on pourrait traduire par le double problème de l'empathie. Le double problème de l'empathie met en évidence que les alistes, donc les personnes non autistes, tendent à avoir du mal à comprendre puis à communiquer avec les autistes. Et ça, ça explique que les façons de penser, d'agir, de faire des autistes sont souvent mal comprises, mal interprétées par les autistes, par les alistes plutôt, ce qui mène à des préjudices. Et il y a maintenant un nombre de plus en plus important, donc un nombre croissant d'études empiriques qui soutiennent cette idée, qui soutiennent les enjeux du double problème de l'empathie, illustrant que, en fait, les alistes ont beaucoup plus de mal à interpréter, à comprendre, à interagir, à communiquer avec les autistes que l'inverse. Puis, si on essaie de situer ça de façon très simple, les autistes passent leur vie à naviguer dans un monde où la majorité des gens sont alistes, ce qui fait en sorte que, avec le temps, ça fait beaucoup de pratique pour se mettre en action, se mettre en interaction, pour apprendre à décoder, à comprendre des alistes. Et donc, avec cette pratique, évidemment, il y a de l'expérience qui se gagne, puis une certaine familiarité qui se développe. L'inverse n'est pas vrai. Il y a, de façon intéressante, je disais qu'il y a un nombre croissant d'études qui vont dans le sens de cette interprétation-là du double problème de l'empathie. Mais en fait, ce nombre croissant d'études discute et explore non seulement non seulement le fait que ça existe, mais plutôt en quoi et comment ces façons d'être, d'agir, de communiquer les autistes tendent à être mal interprétées par les alistes, ce qui contribue à une perception défavorable des autistes, ce qui mène aussi à la mise en place de services de soutien qui sont non alignés avec les besoins, les réalités réellement vécues, perçues par les autistes dans leur propre perspective. Et donc, sur la base de cette mésinterprétation des intérêts, des façons de penser et ultimement des comportements qui ne correspondent pas à des normes et des attentes établies par les majorités qui ne sont pas autistes, tout ça, ça contribue en fait ultimement à des préjudices qui peuvent aller dans bien des cas malheureusement jusqu'à d'importants traumatismes pour les autistes. Avec ça en tête, c'est pas surprenant qu'il y ait inadéquation entre les besoins des adultes autistes et les services actuellement offerts. D'autant que sur la base de la compréhension dominante et stéréotypée de l'autisme, la vaste majorité du peu de services existants qu'il y a est développé, conçu et proposé pour des enfants autistes, pas pour des adultes, parce que et là, je dis ça de façon très, très ironique, parce que une fois qu'on devient adulte, ça disparaît.
Face à l'inadéquation entre les besoins perçus par les autistes directement et les services offerts, on observe deux choses. Premièrement, que des autistes se mobilisent, s'organisent, se mettent en place à travers différents groupes d'échange, de soutien, très nombreux en ligne. Aussi, on voit ailleurs dans le monde des initiatives qui se formalisent, qui se mettent en place également là, pour offrir un soutien en ligne par et pour des autistes. On peut entre autres penser à la communauté anglophone autastique. Deuxièmement, on observe aussi une montée de la recherche participative dans le domaine de l'autisme, mais pas seulement. On observe aussi de plus en plus de recherches qui sont menées par des chercheurs qui sont ouvertement autistes. La mise en place d'Autisme Soutien, dont on parle aujourd'hui, combine les deux. Parce qu'il s'agit d'un projet qui est issu d'une initiative citoyenne qui a été lancée, qui a été portée par des adultes autistes, une initiative dans laquelle, à l'époque, en fait, une initiative qui avait été lancée en 2018 et qui a duré là, quelques mois avant d'être interrompue en raison d'un manque de soutien financier, en raison aussi d'absence de formation, d'accompagnement des bénévoles. Donc, c'était une femme adulte autiste qui, basée sur sa propre réalité, sa propre expérience, avait fait le constat que il n'y avait pas de service de soutien disponible pour répondre à ses propres besoins. Elle faisait aussi le constat que parmi les personnes qu'elle connaissait aussi, adultes autistes, c'était la même chose. Donc, elle a décidé de vouloir répondre à ce besoin. À ce moment-là, face aux difficultés qui ont été rencontrées, il y a eu une prise de recul là, qui s'est faite. Puis, la décision de en fait, la décision de relancer le projet en l'ancrant dans une recherche participative. Et du coup, je souligne que moi, j'avais fait partie de cette première initiative-là citoyenne comme bénévole. Et en fait, je trouvais que c'était un projet qui était très, très, très porteur et qui aurait avantage à être documenté pour qu'on arrive à le comprendre. Donc, au moment où on a pris la décision de prendre un pas de recul, face aux difficultés rencontrées, on a à ce moment-là co-réfléchi avec les autres personnes qui étaient impliquées dans le projet et choisi de mettre en place un partenariat là, entre citoyens, citoyennes autistes et chercheurs pour venir relancer le projet en l'ancrant dans une recherche participative. Donc, à l'été 2020, on a lancé une étude de besoin. En fait, on a lancé un projet. On a lancé d'abord plutôt le projet comme tel. Le projet avait deux intentions, deux visées. Donc, documenter les aspects à considérer pour soutenir la mise en place d'Autisme Soutien, un service de soutien social en ligne par et pour des adultes autistes. Et pour ça, on a mené une étude de besoin qui a été lancée à l'été 2020. Et l'autre objectif, c'était de concevoir, de mettre en place le service de soutien social Autisme Soutien. Donc, tout ça, ça s'est inscrit dans un devis qui relevait à la fois de la recherche de développement et d'un paradigme là, de recherche-action participative. On s'appuyait sur une approche émancipatoire, c'est-à-dire une approche par laquelle on visait à contribuer à des changements sociaux, à une autonomisation d'individus et des communautés autistes. Et on a mis en place un collectif de recherche. Un collectif de recherche qui était initialement composé de 4 partenaires citoyennes, citoyens autistes, d'une chercheure qui s'identifie autiste, ça c'était moi, et de 2 chercheuses à liste, dont Isabelle Courcy qui est présente aujourd'hui. Il y avait 3 voilà. Puis parmi les membres du collectif, en fait, du collectif de recherche, il y avait 3 personnes qui avaient une expérience de la première initiative qui avait été lancée là, sur une base sur une base, en fait, la première initiative citoyenne là, qui avait précédé le projet de recherche. Donc, les membres autistes qui avaient participé à cette première initiative avaient un savoir précieux là, dans le projet parce qu'elles étaient en mesure de porter un regard puis d'apporter dans les réflexions un constat puis des réflexions sur les défis, les difficultés qui avaient été rencontrées à ce moment. Et on a fait le défi avec le projet qu'on pouvait ensemble chercher à mettre en place des solutions pour relever le tout. Donc, les autres membres du collectif de recherche, c'était des personnes qui avaient été invitées à joindre en raison de leurs intérêts, de leur engagement dans la communauté autiste ou sur la base de leurs travaux de recherche. Donc, à l'intérieur du comité,
on avait des personnes qui détenaient une grande diversité de savoirs, mais ultimement, on se retrouvait avec des personnes qui détenaient des savoirs expérientiels de vécu de réalité autiste. On avait des personnes qui détenaient des savoirs professionnels en lien avec le soutien, la relation d'aide. On avait des personnes qui détenaient des savoirs scientifiques, méthodologiques et des savoirs académiques. Et puis, ben, c'est un projet qui s'est décliné sur une longue période de temps. Donc, le temps fait en sorte que les gens ben, évoluent dans leurs projets, leurs initiatives. Puis, ultimement, ben, il y a une personne qui a quitté le comité, une personne partenaire citoyenne autiste qui a quitté et on s'est retrouvé avec 3 personnes. En fait, il y a 2 personnes qui ont quitté, une personne qui s'est ajoutée. Donc, au final, quand le projet s'est conclu, on avait 3 partenaires citoyens, citoyennes autistes sur le projet. Donc, la collecte de données, elle a pris la forme, comme je disais, pour le premier objectif, d'une enquête descriptive en ligne plutôt, qui reposait sur une stratégie qu'on dit mixte imbriquée. Les personnes participantes devaient avoir 18 ans et plus, se considérer s'identifier autiste ou se questionner à savoir si elles pouvaient être autistes. On recherchait des personnes qui étaient susceptibles d'être représentatives des personnes qui utiliseraient le service de soutien par et pour des autistes qui voulaient être mis en place. Et ben, on leur demandait de répondre à des questions, soit le choix de réponse, soit des questions ouvertes en formulant leurs propres réponses. Inspiré des résultats de l'étude de besoins, le collectif de recherche a confirmé l'intérêt que le service de soutien soit offert par et pour des autistes, et ça, en dépit du fait que ce soit un choix là, qui est soulevé à différents moments dans le projet certaines tensions. Donc, des tensions qui avaient pu être rapportées dans le cadre de la consultation qu'on avait fait de partenaires qui étaient susceptibles de se situer sur un continuum, hein, de soutien social pour les autistes, avec le service qui visait à être mis en place, donc des partenaires qui étaient du réseau de la santé, des partenaires communautaires, qui avaient formulé des questionnements, des doutes ouverts sur le fait d'offrir du soutien par et pour des autistes, et également des échanges qui avaient eu lieu à l'intérieur même du collectif. Il y avait une pression à se soumettre à une autorité médicale, à une autorité à liste, qui avait été exprimée, qui avait été très fortement ressentie par les membres autistes du collectif. Et ultimement, cette pression-là, elle s'est révélée être un levier pour réaffirmer le modèle par et pour qui voulait être mis en place, de même que la volonté d'ancrer le service dans une approche communautaire, clairement en rupture avec les modèles institutionnels et médicaux dominants. Donc, vous comprendrez là, que ce dont on parle maintenant davantage, hein, ce n'est pas les résultats de l'étude de besoins, mais plutôt le résultat qui sont en lien avec le deuxième objectif qui visait la conceptualisation du service. Donc, tout ce qui ressortait des réflexions du collectif de recherche qui ont mené à cette conceptualisation-là du service. Ultimement, avec ces réflexions-là, puis ce désir d'ancrage communautaire, il a été décidé qu'un OSBL serait fondé pour faire vivre le service de soutien par et pour les autistes, lequel relèverait d'une approche neuroaffirmative, neuro-inclusive et anti-suicidiste. L'idée, c'était d'en faire une alternative aux services qui ont été pensés et qui sont offerts par des alistes, donc des personnes qui ne sont pas autistes. Et c'était aussi une alternative qui visait à s'appuyer sur une perspective. En fait, ça se voulait une alternative aux services qui, eux, s'appuient sur une perspective biomédicale et une compréhension pathologisante et individu-centrée de l'autisme. Donc, de ce processus-là est né Autisme Soutien. Je vous laisse peut-être une petite minute si vous voulez prendre en note notre site Internet ou scanner le code QR. Donc, Autisme Soutien, c'est un service de soutien social gratuit, anonyme et confidentiel qui est offert par Clavardage. Ça permet aux personnes de venir échanger dans un environnement bienveillant, de discuter avec des bénévoles autistes ayant reçu une formation spécifique pour offrir un tel soutien, une formation en écoute active. Ça permet aux personnes de partager leur expérience en sachant qu'elles vont être accueillies comme valides et légitimes. Puis ça leur permet d'exprimer librement leurs émotions et leur expérience sans avoir à masquer ou à camoufler leur autisme. Donc, Autisme Soutien, c'est le déploiement d'un nouveau service de soutien social pensé, porté et déployé par et pour des personnes autistes. Novateur, un tel service est aligné aux revendications des communautés autistes en termes d'accessibilité et de diversité des services de soutien.
Ce service est également susceptible de réduire les obstacles à l'accès au soutien rencontrés par un bon nombre d'adultes autistes. Dans une démarche de réappropriation du narratif et du pouvoir pour les personnes qui utilisent les services d'autisme soutien, tout comme pour les personnes qui s'y impliquent comme bénévoles. Donc, Autisme Soutien, ça permet de contribuer à la transformation des services et des savoirs sur l'autisme et plus largement sur la neurodivergence. Donc, tout d'abord par sa simple existence qui remet en question, premièrement, les façons de concevoir l'autisme, la réalité et les besoins des autistes, et ensuite les approches dominantes en matière de soutien offerts par des ALIS, donc des personnes non autistes, à des personnes autistes. Ensuite, ça permet de transformer les services et savoirs sur l'autisme et la neurodivergence par son soutien de clavardage. Ce soutien-là permet de construire et déconstruire le monde neuroaffirmatif. Je note, c'est par les services de clavardage qui est le premier service qu'on a offert, mais aussi maintenant, puis j'en discuter plus tard, par nos activités neuroaffirmatives. Donc, sur le plan de la prestation, ça permet par exemple de déconstruire et reconstruire le concept d'empathie, qui est une capacité jugée essentielle en relation d'aide et qui est considérée comme, entre guillemets, déficitaire dans plusieurs modèles explicatifs de l'autisme. Si des études invalident cette prémisse, celle-ci demeure toutefois fortement ancrée dans une représentation encore très répandue de l'autisme, que les personnes autistes ne seraient pas des personnes empathiques. À long terme, et par la démonstration de la capacité d'une équipe autiste à offrir un tel service, Autisme Soutien peut et pourra contribuer à une reconnaissance positive de la part des autistes, une plus grande inclusion sociale et, éventuellement, une plus grande ouverture sociétale. Sur le plan du service offert, ça permet de valider et de légitimiser les vécus autistes exprimés par les personnes qui utilisent le service. Donc, les sujets de discussion les plus abordés lors d'une prise de contact de clavardage qu'on a observé depuis la mise en place du service. En février 2023, c'est ça, Marjorie? Moi, je suis perdue dans mes années. Oui, Donc, les sujets de discussion les plus abordés, c'est, par exemple, les relations avec les parents, des enfants, la famille ou les amis. Puis je note, là, la plupart du temps, ces personnes-là sont des personnes ALIS, non autistes. Le stress et l'anxiété, les réalités autistes, le vécu entourant les démarches d'évaluation formelle par un ou une professionnelle habilitée à le faire. Donc, l'évaluation diagnostique du, entre guillemets, trouble du spectre de l'autisme. Je mets des guillemets parce que c'est pas un terme que nous, on utilise au sein de l'organisme, étant donné que ce n'est pas un terme qui est considéré comme étant neuroaffirmatif. Donc, la mission d'Autisme Soutien dépasse aussi l'offre de soutien social ponctuel par écoute active, comme j'ai mentionné. Ça a été notre premier service, mais on offre aussi maintenant des activités éducatives à visée neuroaffirmative. Donc, l'objectif, c'est de défendre et promouvoir les intérêts et les droits des autistes par des activités de sensibilisation et d'éducation et de favoriser l'autodétermination des autistes qui s'impliquent dans l'équipe de ce soutien. L'approche par et pour, entre guillemets, qui prévaut chez Autisme Soutien s'inscrit dans une volonté de favoriser l'autodétermination en offrant à des autistes une opportunité de travail bénévole qui leur permet d'endosser un rôle citoyen valorisé et de s'engager dans une activité contributive et source de pouvoir d'agir. ultimement, sur le plan de la recherche, ben, moi, je suis d'avis que l'exemple dont on vous parle aujourd'hui, hein, de cette étude, de la mise en place d'Autisme Soutien, un service, mais un organisme porté par et pour des autistes, par et pour la communauté, est un bel exemple, en fait, de mise à profit de la recherche au service de la communauté. On partait d'un besoin exprimé, vécu, rencontré dans la communauté. La recherche a été utilisée comme levier pour venir redéfinir une initiative citoyenne qui était déjà existante. Et ultimement, les résultats de cette étude ont mené à une application concrète dans la communauté qui elle-même
porteuse d'espoir, puis levier d'émancipation. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui, à mon sens, vraiment incarne totalement, pleinement, l'essence même de ce que représente pour moi la recherche participative à visée émancipatoire, avec des applications, des retombées concrètes, très rapides, qui ont une incidence majeure sur les personnes qui s'impliquent dans l'organisme, mais aussi sur les personnes qui utilisent ces services. Donc, je vous remercie. On vous remercie, Noé et moi, pour votre écoute. Si vous avez envie d'aller visiter le site d'Autisme Soutien, encore une fois, là, on vous a remis les informations. On tient à remercier, du coup, les membres du collectif de recherche qui ont été impliqués tout au long de la démarche qui a mené à la conceptualisation et l'implantation du service de soutien par écoute active d'Autisme Soutien, donc service de soutien par clavardage, qui est offert pour des personnes autistes, des personnes qui se considèrent autistes, des personnes qui s'identifient autistes ou des personnes qui se questionnent à savoir si elles seraient autistes par des personnes autistes. On remercie évidemment l'équipe de bénévoles d'Autisme Soutien pour leur implication, leur engagement extrêmement précieux depuis le tout début. Et je remercie l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux pour le soutien financier qui avait été offert par l'entremise de la Fondation Vité. Donc, ça fait le tour de notre présentation. Un immense merci Marjorie et Noé, c'était vraiment, vraiment intéressant votre présentation. Je sais que Noé doit nous quitter d'ici 15-20 minutes, donc on va peut-être profiter de sa présence si jamais il y a des personnes qui ont des questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a déjà, je vais arrêter l'enregistrement, pardon, avant toute chose.